anticancéreux. J'ai connu le professeur Jacques Robert avant de le voir réellement, de le connaître à travers l'assistant Jérémy Masmoudi, qui est passé à Bordeaux et qui a travaillé en partie avec le professeur Jacques Robert. On en a discuté ce matin, c'est la carrière qu'il fait actuellement est impensable en Tunisie, parce qu'en Tunisie, si on choisit d'être oncologue, oui, on ne fait pas d'autres branches, on n'a pas le droit d'être oncologue, pharmacologue. Et ça, c'est très enrichissant. Et c'est le cas aussi du professeur Mauriac et aussi de Bordeaux, qui a travaillé aussi avec Masmoudi, qui est à l'origine endocrinologue. Et il est maintenant un oncologue qui fait essentiellement de la sénologie, qui m'a sollicité sur ce plan. Le professeur Robert aussi, sollicité en pharmacologie, oncologie. Je le remercie d'avoir accepté l'invitation de l'association et de la faculté de médecine. Et je lui cède la parole pour parler d'un thème très important, c'est la thérapie ciblée, des médicaments qui sont maintenant nouveaux, surtout en cancérologie, qu'on utilise actuellement, on commence à les utiliser en routine même en Tunisie. Il va nous parler de différents domaines d'application de ces thérapies ciblées et bien sûr des perspectives. Je lui cède la parole. Merci beaucoup. Ces paroles aimables, un petit peu exagérées en ce qui concerne mes compétences. Je voudrais remercier le professeur Pesquès qui m'a invité à venir ainsi à Sfax. C'est la première fois que je viens à Sfax. Je connais un petit peu la Tunisie. J'ai des habitudes d'enseignement à Monastir. Et puis un goût tout particulier pour les confins du désert et le sud tunisien. Mais je n'étais jamais venu à Sfax et ça m'a permis de revoir à l'instant Amin Masmoudi, qui était interne et qui était l'un de nos meilleurs internes en tout cas de ces dernières années à Montpellier. Il a réellement fait du très très bon travail. Je crois que vous avez beaucoup de chance à Sfax d'avoir un assistant d'oncologie de la qualité qu'il a. Il est passé également par l'Institut Gustave Roussy, où il a fait des extensions par exemple longtemps avec Jean-Charles Soria. Donc c'est un petit peu en terrain de connaissance, même si j'ai déjà vu que je me trouve ici, et je suis très reconnaissant de m'avoir invité à parler de thérapie ciblée en oncologie. Alors, comme disait hier le professeur Fanny, on est obligé d'ajouter, de multiplier les logos sur nos planches parce qu'il y a l'Institut Bernier, l'université, l'INSERM, on pourrait rajouter le Cancéropôle, la Société française du cancer que j'ai présidée il y a quelques années. On a toujours comme ça beaucoup de casquettes en France. Alors, les thérapies ciblées, pourquoi parler de thérapie ciblée en oncologie? Tous les médicaments ont une cible par définition, et tous les pharmacologues seront d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de médicaments sensibles. La cible pour les médicaments anticancéreux classiques, c'est l'ADN lui-même pour les agents alkylants qui vont faire des liaisons covalentes avec les bases azotées. D'autres cibles sont au niveau des enzymes de biosynthèse des nucléotides constituants de l'ADN, ils vont bloquer la synthèse de l'ADN, c'est des antimétabolites. Les topoisomérases 1 et 2 sont des cibles précises pour des anticancéreux de plusieurs familles. La tubuline, l'association de la tubuline en microtubules pour former les fuseaux achromatiques qui permettra la mitose, sont des cibles pour les poisons du fuseau, un cas alcaloïde, etc. Alors pourquoi des thérapies ciblées? Qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce que ça a apporté en plus? Eh bien en fait, si les anticancéreux classiques dont je viens de parler ciblent tous la prolifération cellulaire d'une façon ultime, ils vont cibler donc les différentes étapes qui permettent à la cellule de se multiplier, mais à toute cellule de se multiplier, qu'elle soit cancéreuse ou non cancéreuse.
appeler les thérapeutiques ciblées maintenant, elles vont cibler les mécanismes de l'oncogénèse plus particulièrement. C'est-à-dire qu'on va essayer réellement de développer des thérapies qui portent atteinte au mécanisme même de l'oncogénèse et pas à la prolifération cellulaire. C'est-à-dire qu'on espère de ces thérapies ciblées, c'est parfois le cas, parfois pas le cas, on espère en tout cas qu'elles vont réellement uniquement s'attaquer aux cellules cancéreuses de façon très spécifique, puisque ce sont les mécanismes qui conduisent la cellule normale à la cellule cancéreuse, les mécanismes de l'oncogénèse que l'on va essayer d'atteindre avec ces thérapies ciblées. Alors ça nous amène, et finalement la pharmacologie nous a beaucoup ramené, aux bases même de l'oncogénèse, et les mécanismes de l'oncogénèse, on commence maintenant à les connaître depuis pas mal de temps, puisque les premiers oncogènes ont été découverts, le premier oncogène a été découvert en 1975, et toutes les années qui vont de 1975 à 2000 ont été consacrées à comprendre ces mécanismes, à identifier de nouvelles mutations dans de nouveaux gènes qui conduisaient des proto-oncogènes à des oncogènes. Et puis il y a une revue qui a fait un petit peu le point sur tout ça et qui est extrêmement intéressante, parce que bon, même si elle date un petit peu maintenant, elle est quand même toujours très féconde et intéressante, qui a essayé de reclasser tous ces mécanismes dont on savait qu'ils concouraient à l'oncogénèse à travers des familles de mécanismes. On sait maintenant que la cellule cancéreuse ne devient pas cancéreuse en raison d'une anomalie, mais de multiples anomalies qui vont s'ajouter les unes aux autres et permettre de passer d'un état précancéreux, puis par exemple d'un adénome, puis à un polype, puis à un carcinome in situ, puis à un carcinome invasif, puis à un carcinome métastatique, et que toutes ces étapes vont obéir et vont aller chercher, puiser dans un répertoire de mécanismes différents. Et ces familles de mécanismes qui avaient été classées dans ce papier de l'équipe de Weinberg en 2000, et tous les mécanismes du cancer peuvent être rangés dans ces 6 grandes catégories autour de ce schéma. En particulier, la possibilité de se multiplier sans facteur de croissance, d'être autosuffisant. Une cellule, normalement, a besoin de recevoir l'ordre de se multiplier pour le faire. Si elle le fait sans en recevoir l'ordre, eh bien, ça sera un premier pas vers l'oncogénèse. Toute cellule, normalement, a des systèmes de contrôle. Une fois qu'elle s'est engagée dans la réplication, toute cellule a une série de points de contrôle du cycle cellulaire. Si elle perd ses points de contrôle, ça prend encore des mécanismes qui s'ajouteront pour concourir à l'oncogénèse. Toute cellule, normalement, doit mourir au terme de son existence et mettre en jeu des processus actifs d'apoptose. Si elle ne le fait pas, ou si elle perd ses capacités, également, ce sera un mécanisme qui pourra concourir à l'oncogénèse. Normalement, toute lignée cellulaire doit s'arrêter de proliférer au bout d'une trentaine, quarantaine de générations. Et si les cellules cancéreuses peuvent se développer, c'est parce qu'elles ont acquis l'immortalité, non pas l'immortalité individuelle de la cellule, mais l'immortalité du lignage cellulaire à travers la réactivation plutôt des activités télomérases. Et puis ce qui fait la malignité des cancers, c'est en fait l'invasion et la métastase, et ce sont des capacités qui sont indispensables au développement des cancers, non pas au développement local, bien sûr, mais au développement général. Et de toutes les façons, pour qu'une tumeur puisse pousser, il faut qu'elle ait des vaisseaux, et tout ce qui va concourir à la formation de nouveaux vaisseaux va concourir par conséquent à la formation d'un cancer. Donc tous ces mécanismes font l'objet actuellement d'un développement pharmacologique intense pour essayer de trouver des points d'attaque, soit au niveau facteur de croissance, cytocellulaire, apoptose, etc. Tous ces mécanismes sont explorés et sont sujets à un développement pharmacologique avec des réussites variables. Bien sûr, dans certains cas, il y a des médicaments qui sont déjà sur le marché, qui sont actifs, par exemple des médicaments qui vont cibler les voies de transmission des messages apportés par les facteurs de croissance.
des médicaments à visée angiogénèse. On a beaucoup moins actuellement de possibilités, bien qu'il y ait des recherches extrêmement abondantes sur les problèmes d'immortalité télomérase. On n'a pas eu beaucoup de chance avec le ciblage de la métastase elle-même jusqu'à maintenant. Donc, on va essayer de faire un petit peu la revue de ces différentes possibilités de ciblage thérapeutique des cancers. Au centre, j'avais inscrit, j'ai rajouté ça par rapport au papier original de Weinberg, l'instabilité génétique. C'est l'instabilité génétique qui caractérise la cellule cancéreuse, qui lui permet d'aller puiser dans ces différents mécanismes les altérations qui vont lui donner chaque fois un petit avantage prolifératif qui va lui permettre de concourir, d'apporter une brique supplémentaire pour passer de l'état de la cellule normale à la cellule cancéreuse. Et ça aussi, ça pourrait être cette instabilité génétique fait l'objet de découvertes, de recherche, plutôt pas encore de découvertes, de recherche de moyens de lutter contre cette instabilité de façon à essayer de ramener la cellule cancéreuse vers le droit chemin, c'est-à-dire vers la possibilité de rester sans aller rechercher tout un tas de mécanismes et d'altérations oncogéniques dans ces différents groupes de mécanismes. Alors le premier, on va commencer peut-être celui sur lequel je m'étendrai un peu plus longtemps, c'est les mécanismes de transmission des signaux et de transmission des ordres de multiplication qui sont apportés par les facteurs de croissance, hein, c'est-à-dire ce qui relève ici de cette première famille de mécanismes. La transmission des signaux, c'est un ensemble de voies de signalisation assez complexe avec l'arrivée d'un facteur de croissance, un récepteur, un couplage de l'information, une cascade de kinase qui aboutit à un facteur de transcription au niveau de l'ADN et qui va mettre en route des synthèses des enzymes nécessaires à la réplication des protéines nécessaires à la réplication du matériel génétique. Les voies les mieux connues, j'ai représenté ici en parallèle parce qu'elles ont quelques similitudes, les voies de signalisation qui dépendent d'un des facteurs de croissance les mieux étudiés et les mieux ciblés à l'heure actuelle, le récepteur de l'épidermal growth factor, de croissance épidermique, qui est l'un des principaux acteurs de l'oncogénèse par de multiples types d'altérations. Et ces voies, je vais les résumer brièvement. L'arrivée d'un facteur de croissance EGF sur un récepteur va entraîner la dimérisation du récepteur, l'autophosphorylation, par conséquent l'apparition de phosphotyrosine sur la partie intracellulaire du récepteur. Et ces phosphotyrosines sont reconnues par des domaines protéines qu'on appelle SH2, qui pourront par exemple, entre autres, être le domaine de la protéine GRAP2 ou le domaine SH2 de la protéine P85. Et par exemple, le GRAP2 va conduire, par l'intermédiaire de protéines adaptatrices comme RAS, va conduire à l'activation d'une cascade de kinases qui conduit ensuite à l'augmentation de la prolifération d'antélucides, la perte de l'apoptose. Et une deuxième voie tout à fait parallèle et qui va dépendre, va dépendre de l'équipement de chaque cellule en protéines adaptatrices, en protéines ayant ce domaine SH2 de reconnaissance des phosphotyrosines. Ici, la B85, la sous-unité catalytique de la PI3 kinase. La PI3 kinase phosphoryle un lipide membranaire. Son action est déversée par cette phosphatase. Et de la même façon, il y a une cascade de kinase qui va conduire également à des opérations d'augmentation de prolifération du cycle cellulaire et d'apoptose. Et cette voie est extrêmement riche en possibilités thérapeutiques. D'abord, on peut cibler le récepteur lui-même et la partie extracellulaire du récepteur en le bloquant à l'aide d'anticorps. Ensuite, on peut bloquer l'activité du récepteur à tyrosine kinase, l'activité tyrosine kinase grâce à des inhibiteurs catalytiques, de cette activité tyrosine kinase. Et puis ensuite, on peut aller essayer de bloquer la protéine RAS elle-même. On peut aller essayer de bloquer les protéines RAF
les protéines RAF, MET, ERK, etc. Et sur la voie parallèle ici, on peut essayer un gros développement à l'actuel autour d'inhibiteurs de la PI3 kinase, inhibiteurs de la KT, inhibiteurs de mTOR. Il y a évidemment un champ pharmacologique extrêmement important pour essayer simplement de donner quelques aperçus sur ce champ pharmacologique. Alors ça, c'est la liste de ce que je viens de dire. On peut cibler les récepteurs, côté réception, côté kinase. On peut cibler la cascade des kinases au niveau de RAS, au niveau des inhibiteurs, comme on vient de voir, RAF, MET et ERK, qui sont des séries de kinases. On peut sur l'autre voie inhiber PI3 kinase, AKT, mTOR, et puis on pourrait bien sûr essayer de cibler les facteurs de transcription qui sont ici au-delà de ces kinases. C'est encore hypothétique, il y a énormément de travail qui est fait pour essayer de cibler les facteurs de transcription qui transmettent l'ordre ultime à la cellule de se multiplier à partir du signal. Alors on s'est dit, pour essayer de cibler cette voie de transmission de signaux de prolifération qui est souvent, je ne vais pas dire en voyant, qui est souvent altérée dans les cancers. Alors elle est altérée au niveau de cette voie de signalisation, elle est altérée de façon homogénique, par exemple au niveau du récepteur, qui peut être amplifié, qui peut être muté dans sa partie extracellulaire et muté dans sa partie tyrosine kinase. On connaît également les mutations de RAS qui sont présentes dans environ 30% de tous les cancers, avec des répartitions très inégales selon les cancers. RAS est muté dans 30% des cancers, 50% même des cancers du testis, cancers du côlon, 90% des cancers du pancréas. RAF est muté très souvent dans les mélanomes, 30% des mélanomes. MERK et ERK, c'est moins fréquent et moins systématisé. PITEL est muté dans un certain nombre de cancers également. PITEL est produit non pas d'un oncogène, mais d'un gène suppresseur de tumeur, puisque c'est le frein, comme on peut le voir. Elle fait l'opération inverse de la PI3 kinase, et c'est le frein de cette voie de la PI3 kinase. Donc la PI3 kinase est mutée dans certains cancers également. AKT, c'est plus rare, mais on commence à également systématiser ces altérations oncogéniques à ces niveaux-là. Et donc l'idée pour cibler ces voies de prolifération cellulaire, c'est d'inhiber la fonction d'une protéine surexprimée ou activée de façon inappropriée, et en premier lieu le récepteur de l'EGF, qui est l'objet dès les années 90 de recherche intensive qui ont mené au début des années 2000, il a fallu quand même pas mal de temps, qui a mené à la découverte et la mise sur le marché de certains médicaments. Et en particulier, une histoire intéressante, c'est que parmi les altérations oncogéniques du récepteur de l'EGF, il existe certaines mutations. Et en fait, on les a découvertes un peu fortuitement, il fallait bien les chercher quand même, lors de certains essais d'inhibiteurs de tyrosine kinase du récepteur, on s'est aperçu dans les cancers du poumon qu'il y avait une petite proportion de patients qui répondaient, environ 10%, et qui répondaient à cet inhibiteur de l'activité tyrosine kinase, le et on se demandait un petit peu pourquoi. Les grands essais de phase 3 n'ont pas été concluants sur le plan de la survie, parce que ces 10% de patients qui répondaient n'arrivaient pas à emporter, bien sûr, la totalité des patients vers une survie globale améliorée. Et on s'est aperçu en 2004 que les réponses n'étaient observées que pour les tumeurs qui avaient une mutation du domaine catalytique de l'EGF récepteur. C'est-à-dire les tumeurs qui avaient donc des mutations caractéristiques sur des exons qui vont entre 18 et 21 qui caractérisent le domaine catalytique tyrosine kinase du récepteur. Et en fait, ces mutations sont des mutations oncogéniques et activatrices. Et la sensibilité au léthylamine dépend en fait de l'utilisation de cette voie de l'EGFR pour proliférer. Si je reviens ici, c'est parce qu'il y a des mutations à ce niveau-là que la cellule va pouvoir utiliser d'abord ces voies de transmission pour proliférer. Et c'est en les bloquant
et c'est en les bloquant qu'on va pouvoir inhiber prolifération, cycle cellulaire. C'est ce que j'ai représenté, c'est le même schéma que tout à l'heure avec une petite animation. S'il y a une mutation du domaine tyrosinkinase, il y a activation de toutes ces voies pour aboutir donc à une augmentation de la prolifération. C'est la caractéristique d'une mutation oncogénique. Si l'on bloque avec un inhibiteur, à ce moment-là, on va pouvoir éteindre toute cette voie de transmission et les inhibiteurs de tyrosinkinase ne seront actifs en fait que si les voies qui dépendent du récepteur sont effectivement oncogéniques. Donc cette observation a permis donc de cibler plus efficacement l'utilisation non plus du gefitinib qui a été abandonné, mais de l'erlotinib qui est un analogue structural et qui est lui aussi un inhibiteur de tyrosinkinase et qui est plus particulièrement actif dans les tumeurs du poumon qui ont ces altérations mutationnelles au niveau du récepteur à tyrosinkinase. Alors c'est un exemple parmi d'autres de l'activation du récepteur par mutation dans d'autres organes, dans d'autres cancers. C'est l'amplification du récepteur qui est oncogénique dans d'autres organes comme les glioblastomes, dans d'autres cancers comme les glioblastomes. C'est la mutation au niveau de la partie réceptrice, de la délétion de toute une partie extracellulaire du récepteur qui est oncogénique et évidemment on n'a pas les mêmes conséquences et les mêmes activités, la même activité des inhibiteurs de tyrosinkinase dans ces cas-là, mais ce que je vais vous montrer c'est l'exemple du ciblage d'une voie oncogénique particulière et il faut que cette voie soit utilisée bien sûr pour que le médicament soit actif. Mais ce qu'on s'est dit ensuite, le récepteur qui est ici n'est en fait que la première partie de la toute première partie de ces voies de transmission des signaux de prolifération. Et s'il existe une mutation au niveau de la protéine RAS qui est ici, mutation, je dis, qui survient dans 30% des cancers, et bien s'il y a une mutation ici, le système va être déconnecté du récepteur et va pouvoir fonctionner pour lui-même. S'il y a cette mutation, à ce moment-là, il va y avoir la possibilité d'activer la voie des marquinases et d'augmenter prolifération, cycle cellulaire et apoptose indépendamment du récepteur. Et c'est bien ce qui a été observé, et c'est bien ce qui a été observé dans les tumeurs. Alors, oui, avant, on peut dire qu'on peut cibler à ce moment-là RAF ou R pour supprimer prolifération, cycle cellulaire ou apoptose, mais ce n'est pas la peine de cibler le récepteur, parce qu'à ce moment-là, si RAS est muté, de toute façon, comme on a vu, la voie des marquinases est activée. Alors, c'est bien ce qu'on a vu effectivement dans les cancers digestifs. C'est que le travail a été publié par une équipe française de Georges Pompidou en 2006, un travail extrêmement intéressant qui a été confirmé, il y a eu 5 publications depuis qui ont confirmé sur un beaucoup plus grand nombre de malades que la situation était tout à fait claire. Le travail d'INSEPS portait sur 30 cas de cancer du côlon métastatique, il y avait 37% de réponse, une proportion de mutation du gène RAS qui était attendue aux environs de 43%. Aucun des répondeurs n'avait de mutation du gène RAS, et en revanche, chez les non-répondeurs, 68% avaient une mutation de RAS, et c'était, malgré un petit nombre de patients, extrêmement significatif. En d'autres termes, c'est une autre façon de présenter les résultats. Chez les mutants RAS qui étaient au nombre de 13, il n'y avait que des maladies stables ou des progressions, c'est ce que veulent dire ces sigles, stable disease ou progressive disease, aucune réponse. En revanche, chez les patients qui avaient un RAS de type sauvage, non muté, par conséquent non déconnecté de la voie du récepteur, ils étaient 17, donc sur les 30, il y avait une réponse complète, 10 réponses partielles, une maladie stable et 5 progressions. Alors, ce qui veut dire que le fait d'avoir RAS muté ne sensibilise pas obligatoirement à l'activité de ce médicament qui est un anticorps anti-EGFR, je vais vous le dire plus tôt, c'est la réponse à cet anticorps anti-EGFR. Eh bien, le fait ne pas avoir de mutation de RAS ne rend pas obligatoire la réponse
causes, puisqu'il y en a 11, mais il y a quand même 6 maladies, 6 patients qui n'ont pas répondu. En revanche, le fait d'avoir une mutation de race ne permet aucune réponse et a même un effet tout à fait net sur la survie, avec une significativité également tout à fait importante, malgré le petit nombre de patients. Le fait d'avoir une mutation de race ou de ne pas avoir de mutation de race est tout à fait prédictif sur la survie des patients. Et on est en train de mettre en place en France une étude de validation globale de ces résultats pour savoir si, et certainement vu que les résultats sont extrêmement nets et sont très tout ou rien, réponse ou pas réponse, en racité, il est vraisemblable qu'on va mettre en place très rapidement la recherche de mutations de race chez les patients atteints de cancer colorectal et prostatique qui devront être traités par cet anticorps anti-récepteur de l'EGFR. On avait vu tout à l'heure donc la voie des marquinases. Un autre exemple peut se situer au niveau de Pitten. Et cette fois-ci, Pitten, on ne sait pas le cibler. On ne peut pas, comme tout à l'heure, aller agir sur une protéine altérée ou hyperexprimée. En revanche, on peut agir sur une voie de signalisation. Et en effet, c'est l'exemple, ce sont les mutations de Pitten. Et en fait, on avait un antibiotique naturel qui s'appelle un produit de certains micro-organismes qui s'appelle la rapamycine, qui a des propriétés immunosuppressives et qui est utilisé comme immunosuppresseur, qui est en fait un inhibiteur de cette protéine mTOR qu'on a vu tout à l'heure ici sur la voie de la PI3-kinase. Cet inhibiteur, et d'ailleurs mTOR, ça veut dire cible de la rapamycine, target of rapamycine, donc on n'a pas trouvé d'autre nom que ce nom de cible de rapamycine. On avait constaté depuis pas mal de temps que la rapamycine était extrêmement active lors du nanomolaire sur certaines lignées tumorales et totalement inactive avec des concentrations 1000 fois supérieures pour inhiber la croissance d'autres lignées cellulaires. Et en fait, l'explication est venue quand on a recherché les mutations de Pitten dans ces cellules. Les cellules qui sont inhibées par la rapamycine, dont la croissance est inhibée par la rapamycine, ce sont elles qui ont des mutations de Pitten. Pourquoi? Parce que ces mutations sont oncogéniques, les mutations font perdre la fonction de frein de Pitten sur la voie de la PI3-kinase, elles sont activatrices de la prolifération, et si les cellules sont sensibles à la rapamycine, c'est parce qu'elles utilisent la voie de la PI3-kinase pour proliférer, et qu'à ce moment-là, bien sûr, on va pouvoir cibler, non pas Pitten qui est muté, parce qu'on ne sait pas réactiver l'activité d'une protéine avec son activité, il faudrait passer à la thérapie génique, mais là on en est encore très très loin. En revanche, si on cible en aval, eh bien on va avoir une action. Je reprends ici mon schéma. Vous avez toujours cette voie de la PI3-kinase avec Pitten, donc l'opération inverse qui protège, qui freine la voie de la PI3-kinase. Si Pitten est muté, bien évidemment, on a une activation à ce moment-là de la voie de la PI3-kinase vers la prolifération. Et si on utilise la rapamycine, eh bien, on va supprimer ces effets sur la prolifération grâce au blocage de mTOR en aval de Pitten, les inhibiteurs de mTOR n'étant actifs que si Pitten est muté. Alors, tout à fait vrai, il y a aussi les mutations du récepteur qui veulent entraîner une activité de mTOR, bien sûr, puisque mTOR est en aval aussi du récepteur. Alors, quelle molécule, simplement pour illustrer, quelle molécule, l'imatinib était un des premiers inhibiteurs de tyrosine-kinase qui est surtout actif non pas sur le récepteur de l'EGF, mais sur d'autres récepteurs comme c-KIT ou sur la protéine ADN, dans la leucémie chronique. Le rétitinib ici, donc des structures qui dérivent de ce cycle, cet hétérocycle aromatique avec des substituants très variables et un développement pharmacologique intense, développement pharmacologique qui est facilité par le fait qu'il est possible dans certains cas de cristalliser le domaine kinase, certaines parties du récepteur, à partir
de la cristalliser en présence de l'inhibiteur, de telle sorte qu'il est possible de faire des modèles moléculaires extrêmement précis et de guider le chimiste organicien pour qu'il fabrique des molécules qui vont mieux interagir avec le site actif kinasique du récepteur. Et c'est juste comme illustration de ce genre de choses. Évidemment, on va détailler chacune des interactions qui sont ici schématisées entre l'inhibiteur là avec les cyclones jaunes et les aminoacides du site actif qui sont autour des aminoacides du site actif du récepteur à tyrosine kinase. Mais il est possible maintenant d'aller extrêmement loin dans le design de ces molécules pour essayer de les rendre un peu plus affines, un peu plus actives sur le détail moléculaire de chaque récepteur qui, chaque fois, le site catalytique est un peu différent, l'aminoacide est un peu orienté différemment, et selon ces orientations des aminoacides, on va pouvoir avoir une certaine spécificité. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, on y reviendra, avec des activités variables sur les différents types de récepteurs. Le deuxième aspect, toujours dans les molécules, le deuxième aspect, ce sont les anticorps monoclonaux. On en a parlé rapidement à propos du cetuximab. On a un certain nombre d'anticorps monoclonaux. Alors voilà, ici le récepteur, il est le domaine transmembranaire, 1 en bleu, 2 en vert, 3 en jaune, 4 en rouge. Le domaine ensuite transmembranaire ici, et le domaine tyrosine kinase à l'intérieur de la cellule. Et l'anticorps, normalement, c'est l'EGF qui vient se fixer ici et qui permet le déploiement et l'ouverture de la partie extracellulaire, de telle sorte qu'une fois que l'EGF est fixé, eh bien, deux molécules de récepteurs vont pouvoir s'associer, se dimériser. Ici, cet anticorps matuzumab qui n'est pas utilisé en clinique vient prendre la place de l'EGF, il est beaucoup plus volumineux, il prend la place de l'EGF, il empêche l'EGF de venir se fixer sur le récepteur et il empêche l'ouverture du récepteur ici. Un autre anticorps, le cetuximab, ne se fixe sur un site différent du premier, ici en violet, il se fixe sur un site différent et il empêche lui aussi le repliement de la molécule de façon à ce qu'elle vienne s'ouvrir pour se dimériser. Donc impossibilité de dimérisation, blocage de la signalisation. Le cetuximab est utilisé, c'est Vertux utilisé en clinique. Et puis, à côté de l'EGFR, il y a son analogue HER2, dont on parlait hier. HER2, lui, il n'a pas de ligand. Il n'a pas de ligand, il est en permanence ouvert. Voilà son domaine 1, 2, 3 et 4. Il est en permanence ouvert et son amplification, quand il est très abondant au niveau de la membrane, fait qu'il s'auto-associe. Mais normalement, il doit s'hétérodimériser. Et là encore, on a le trastuzumab ou Herceptin qui vient cette fois-ci sur encore un autre site. Là, il interagit avec un épitope sur le domaine 4 extracellulaire de la molécule d'EGF et il vient empêcher l'arrivée d'un deuxième récepteur HER2 pour activer par numérisation, pour activer la tyrosine kinase. Le pertuzumab qui se fixe sur le domaine 2 du récepteur. Enfin, on a comme ça une collection d'anticorps qui viennent se fixer chacun sur des épitopes différents et qui pourront avoir des actions différentes au niveau de la dimérisation, au niveau de la reconnaissance par le ligand dans le cas d'HER1 ou le GFR. Dans le cas de la dimérisation dans le cas d'HER2, on a ainsi des possibilités assez importantes de jouer sur l'interaction des deux molécules de récepteurs dont la dimérisation est indispensable à l'activation de l'activité tyrosine kinase. Autres exemples de molécules utilisées, la rapamycine, qui est très compliquée comme toutes les molécules naturelles, cycliques, et puis je n'ai pas parlé, je n'en parlerai pas, des inhibiteurs de RAS, de la farnésylation de RAS, ça nous entraînerait trop loin, molécules en développement, et en fait le ciblage de RAS n'a pas marché jusqu'à maintenant, et ces molécules qui étaient censées inhiber RAS inhibent en fait d'autres protéines G, analogues de RAS, mais pas la protéine RAS.
Je voudrais aborder un deuxième volet, on n'en est qu'au deuxième, on ne va pas les voir tous les 6 parce que ça nous en prendrait toute la matinée, mais simplement un autre exemple de développement pharmacologique au niveau du contrôle du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, à travers ses phases G1, S, G2 et mitose, est contrôlé par une série de phosphorylations de protéines qui sont assurées à chaque étape du cycle par des complexes cycliques CDK. Par exemple, CDK4 ou 6 et cycline D qui permettent l'avancée en G1 et puis etc. Les autres complexes, et en particulier le complexe d'entrée en mitose, très important, qu'on appelle aussi CDC2, et l'association CDK1 cycline D. Et tous ces complexes ont une activité régulée par d'autres protéines qui sont tout autour, des activateurs comme les phosphatases CDC, des activateurs aussi comme les cyclines activating kinases, les complexes CDK7-cyclinage, des inhibiteurs comme les protéines I qui sont des tyrosine kinases, et puis ici d'autres inhibiteurs qui inhibent les activateurs, etc. Il y a un jeu extrêmement complexe qui nous entraînerait trop loin, mais toute une série de cibles pharmacologiques que l'industrie pharmaceutique est en train de découvrir et de chercher à exploiter, en particulier cibler les CDK. C'est extrêmement prometteur parce que si on arrive à inhiber les CDK, on va empêcher la progression des cellules dans le cycle. Mais on peut également essayer de cibler les phosphatases CDC25 qui sont des activateurs des CDK. On peut essayer d'avoir des peptidomimétiques qui vont essayer de reproduire l'action de ces petites protéines qui sont des inhibiteurs, les protéines INK4 qui sont des inhibiteurs des complexes CDK-cyclines. On peut également essayer de cibler les checkpoints de protéines qui sont les inhibiteurs des phosphatases. On a donc sur le plan pharmacologique un monde là encore de possibilités, mais on est beaucoup moins avancé dans l'inhibition contrôle du cycle cellulaire que dans l'inhibition des voies de transmission des signaux. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Alors que va-t-on chercher, je le disais, des inhibiteurs de CDK, des peptidomimétiques, des points de contrôle du cycle, les phosphatases, la liaison, je n'en ai pas parlé, MDF2, P53, qui est un des effecteurs des systèmes de contrôle du cycle cellulaire. L'un des problèmes pour les inhibiteurs de CDK, qui sont des séries kinases, c'est la faible spécificité de ces molécules. Autant on a pu jouer avec les inhibiteurs de tyrosine kinase et avoir toute une série de molécules maintenant qui sont actives et avec des spécificités variables, autant pour les inhibiteurs des séries de tyrosine kinase que sont les CDK, on a beaucoup moins de possibilités, et que les molécules dont on dispose ne sont pas très actives et ne sont pas très spécifiques. Alors, quelles sont ces molécules? Flavopyridol, qui est en développement, la roscovitine, qui tient son nom de la station du CNRS à Roscoff, en Bretagne, qui travaille sur les produits marins, les organismes marins qui sont une réserve de produits naturels extrêmement importante, et puis l'indirubine, qui est toujours un des constituants de médecine traditionnelle chinoise antileucémique. Les Chinois utilisaient un mélange de 11 composés différents pour traiter les leucémies dans la médecine traditionnelle chinoise. Et sur les 11, il y en a un qui est effectivement un inhibiteur de CDK, qui est un dérivé de l'indigo, l'indirubine, et qui est actuellement en développement avec évidemment des recherches de relations structure-activité pour améliorer la molécule, diminuer augmenter sa spécificité, augmenter son affinité pour les CDK, augmenter son activité, des molécules qui sont actuellement en développement, mais aucune qui ait été encore commercialisée. Je ne sais pas ce qu'il y avait là. J'ai perdu quelques images, mais c'est pas grave parce qu'on ne pourra pas voir tout effectivement parce que le temps passe. On peut cibler la
marques de l'apoptose qui ont disparu. On peut cibler l'apoptose en ciblant par exemple des récepteurs de mort. Il existe à la surface des cellules non seulement des récepteurs de facteurs de croissance, mais également des récepteurs de facteurs d'apoptose et qui vont recevoir des messagers qui sont le tumor necrosis factor ou un ligand lié à ce tumor necrosis factor qui pourrait être eux-mêmes des agents anticancéreux, puisque ces ligands, se liant aux récepteurs de mort, vont entraîner l'apoptose cellulaire. Et de fait, le TNF est utilisé en thérapeutique actuellement, depuis quelques années déjà, mais dans une utilisation très très particulière, car c'est une molécule extraordinairement toxique, en particulier pour le foie. Mais un chirurgien suisse, quelques jeunes, a imaginé de l'utiliser dans les tumeurs distales en circulation extracorporelle, et en particulier de l'utiliser dans les métastases distales, des mélanomes malins, ainsi que dans les sarcomes des membres, circulation extracorporelle, plus TNF, plus un agent anticancéreux classique qui est le melphalan, et on arrive ainsi à une réduction considérable du volume tumoral dans un nombre de cas impressionnant, avec la possibilité d'éviter l'amputation dans ces cancers des membres. Frey pourrait être peut-être plus utilisable en situation générale que le TNF. On peut également, sont en développement également des anticorps qui, au lieu d'être antagonistes, sont agonistes, c'est-à-dire favorisent la transmission du signal de mort et jouent le même rôle que les récepteurs, que les ligands TNF et Frey pour entraîner la mort cellulaire. On peut cibler aussi au niveau des protéines mitochondriales qui sont responsables d'un système donc, de sortie du cytochrome C de la mitochondrie pour aller déclencher l'apoptose. On peut effectivement avoir des protéines qui vont cibler les domaines BH3 de ces protéines mitochondriales, BCL2 tout particulièrement, qui est une molécule anti-apoptotique qui empêche la sortie du cytochrome C de la mitochondrie, et un composé a failli être mis sur le marché, le Bimercel, toujours en essai actuellement, qui est un ARN antisens anti-BCL2. On voit qu'il n'y a pas que les petites molécules, que les anticorps, mais qu'on est en train maintenant d'aller même vers des ARN pour essayer, c'est-à-dire des oligonucléotides antisens, des petits ARN, des petits ADN, en fait, c'est un ADN antisens, excusez-moi, anti-BCL2, c'est une copie qui va cibler l'ARN messager de BCL2. Donc toute une série de possibilités thérapeutiques encore en exploration. Et puis on peut cibler également des protéines inhibitrices de l'apoptose, des protéines inhibitrices de l'apoptose qu'on appelle les IAP, dont une s'appelle la survivine, qui dit bien son nom, qui est impliquée dans la survie cellulaire. Et là encore, un grand développement de petites molécules capables de cibler, d'inhiber les protéines qui inhibent l'apoptose, c'est-à-dire de rétablir la mort cellulaire par l'intermédiaire de ces inhibiteurs. Alors un exemple, là encore, on a des molécules qui, par exemple, sont capables d'interférer avec ces domaines BH3, des protéines mitochondriales comme de la famille BCL2, ou BCL2 elle-même, BCL, BCL1, des molécules, et on a reconstitué le site actif de la même façon avec le modèle de la protéine BCL2 et son domaine BH3 plus particulièrement, avec la place de la molécule, la façon dont on peut essayer d'orienter l'organe chimiste de synthèse qui va fabriquer une molécule qui s'insérera d'autant mieux et qui inhibera d'autant mieux le domaine BH3 de la protéine BCL2. On n'a pas, là encore, de molécules sur le marché, mais on a un développement pharmacologique important qui est actuellement préclinique et en clinique précoce, et dont on ne sait pas si ça deviendra ou non un médicament. On va passer sur la télomérase et le ciblage de la télomérase. Pour passer
passer à quelque chose qui a beaucoup d'importance à l'heure actuelle et qui a été une réussite de ces dernières années. On travaille, et quelqu'un comme Judas Volkmann, qui est mort en début d'année, a travaillé pendant 30 ans sur l'angiogenèse pour démontrer l'idée que cibler l'angiogenèse était quelque chose qui allait apporter des éléments essentiels à la thérapeutique anticancéreuse. Il avait raison et il remarquait que son hypothèse était été brillamment confirmée en clinique par le développement de médicaments et la mise sur le marché d'un certain nombre de médicaments actifs. L'angiogenèse, de toute façon, est extrêmement simplifiée. La cellule tumorale est capable d'envoyer des facteurs de croissance. Le VEGF est le principal, mais il y en a d'autres, des facteurs de croissance, pour aller demander à la cellule endothéliale de proliférer pour fabriquer des tubes, pour fabriquer ce qui va se constituer en vaisseau à l'intérieur de la tumeur. Pas de tumeur au-delà d'1 ou 2 mm de diamètre si elle n'a pas de vaisseau et si elle n'a pas par conséquent cette constitution de tubes permise d'abord par la prolifération des cellules endothéliales. Donc, et c'est la cellule tumorale qui va guider, qui va obliger la cellule endothéliale à travailler pour la tumeur, à travailler pour elle, pour ainsi lui apporter les tubes nécessaires au transport du sang qui va apporter l'oxygène et les nutriments. Cette stimulation de la synthèse du VEGF se fait par de multiples moyens, en particulier l'inflammation, l'hypoxie, le principal signal qui va entraîner la synthèse de VEGF par la cellule tumorale. VEGF qui, dans la circulation, va être dans le milieu extracellulaire, en tout cas, va atteindre des récepteurs au niveau de la cellule endothéliale, récepteurs qui vont entraîner sa prolifération puis sa différenciation. Et le ciblage va être possible actuellement à plusieurs niveaux, par des anticorps ou par des molécules actuellement est en développement chez Sanofi. Il y a un système de trappage du VEGF, qui n'est pas tout à fait un anticorps, qui est un anticorps modifié, disons, un anticorps anti-VEGF qui va bloquer le facteur de croissance dans le milieu extracellulaire, en particulier circulant, pour l'empêcher d'atteindre ses cibles. Et ce médicament de bevacizumab ou Avastin a un développement actuellement considérable dans un certain nombre de cancers, en particulier les cancers coliques, où il est remonté en première ligne des cancers coliques métastatiques, où il est en exploration en situation adjuvante. Également, question de l'utiliser dans les cancers du poumon. Il n'a pas encore son autorisation mise sur le marché dans le poumon, dans le sein et dans plusieurs autres cancers. C'est vraiment une réussite thérapeutique tout à fait importante de cet anticorps anti-VEGF. En développement sont des anticorps, cette fois-ci contre les récepteurs, et en particulier le récepteur R2 du VEGF. Là encore, on utilise bien sûr la même idée que les anticorps qui viennent inhiber le GF récepteur, c'est l'uximab dont on a parlé tout à l'heure. Là, il n'y a pas encore de molécules commercialisées, mais plusieurs anticorps qui sont en développement, qui sont en phase clinique d'essai pour savoir si oui ou non ils ont un intérêt thérapeutique. Et puis on peut cibler le récepteur du VEGF non seulement de l'extérieur avec un anticorps, mais de l'intérieur avec un inhibiteur de son activité tyrosine kinase. Et c'est là qu'il y a également, en plus du bevacizumab, des molécules extrêmement intéressantes. Donc ça, c'est la liste de ce que je viens de dire. Des molécules extrêmement intéressantes qui vont cibler les tyrosine kinases, les récepteurs du VEGF. Alors, j'ai présenté ici ce qu'on appelle l'arbre généalogique des kinases. Nous avons dans l'espèce humaine 518 kinases, 518 kinases, dont une petite centaine de tyrosine kinases qui sont ici. Toutes les autres sont des séries tréolinekinases, des ramifications de cet arbre généalogique en quelque sorte, qui tient compte bien sûr de
la proximité structurale de ces différentes kinases. Et on dispose de certains inhibiteurs qui sont assez spécifiques. Alors les récepteurs du VEGF sont ici, dans cet arbre généalogique. On a une molécule, par exemple, de ralatanib, qui est assez spécifique, assez bien spécifique, avec un KD important de dissociation entre 10 et 100 nanomolaires, qui sont assez spécifiques du récepteur du VEGF. Une autre molécule, le sorafenib, qui est commercialisée actuellement, qui a son autorisation de mise sur le marché, tout particulièrement dans le cancer du rein, qui a révolutionné certains aspects du pronostic du cancer du rein, qui est un cancer tout à fait chimio-résistant et qui est en train de devenir chimiosensible grâce à ces molécules. Le sorafenib, lui, a été développé comme inhibiteur de sérine tréonine kinase et de la sérine tréonine kinase RAF, qu'on a vu tout à l'heure, qui doit se trouver par ici. Et en fait, c'est aussi un inhibiteur, alors qu'il avait été développé contre RAF, c'est aussi un inhibiteur de plusieurs types avec d'excellentes constantes, d'excellentes affinités, des récepteurs du VEGF et d'autres types de récepteurs à tyrosine kinase également qui sont ici. Le sunitinib, c'est encore plus, vous voyez, le multicible cette fois-ci, avec une énorme affinité pour les récepteurs du VEGF, de l'ordre de 1 nanomolaire, mais également une affinité importante sur toute une série de kinases, qu'elles soient sérine, tréonine kinase, ou qu'elles soient, comme dans ce groupe ici, tyrosine kinase. Et là, pour mémoire, c'est l'imatinib qui a pour cible essentiellement la BCR-ABL, donc de la leucémie myéloïde chronique, ainsi que le récepteur KIT de petite catégorie de sarcomes gastro-intestinaux, l'imatinib ou l'IVEC, qui a servi de point de départ à ce développement spectaculaire des inhibiteurs de tyrosine kinase. Il y en a dans les tiroirs de l'industrie pharmaceutique, il y en a toute une centaine, je vous épargne les 96 autres dont on pourrait parler, qui sont actuellement en phase préclinique, clinique précoce d'évaluation. Le sunitinib ou Sutent, le sorafenib ou l'Exava sont tous les deux commercialisés. Alors on se demande un petit peu avec ces inhibiteurs de kinase multicibles, est-ce que c'est vraiment l'angiogénèse que l'on cible? C'est vraisemblable, mais on cible sûrement d'autres altérations de protéines kinases à l'intérieur de ce qu'on appelle le kinome, c'est-à-dire la collection de l'ensemble des kinases présentes dans nos états de gènes et de protéines dans nos cellules. Donc, l'inhibiteur de tyrosine kinase, un champ extrêmement important et un ensemble de cibles extrêmement prometteurs dont on commence à découvrir, et certainement de très nombreuses autres molécules vont arriver, chacune avec des caractéristiques, des particularités qui pourront être exploitées dans les cancers du rein, dans les hépatocarcinomes actuellement. Le sunitinib est actif dans les hépatocarcinomes, ça va également. Et on a également une tumeur extrêmement résistante aux hépatocarcinomes. On commence à avoir des armes pour lutter contre ces cancers. Également, donc, en plus des inhibiteurs de tyrosine kinase, comme je vous disais, l'anticorps, le bevacizumab, avec son site de fixation ici, il est pratiquement au niveau de la liaison, et ça c'est la structure protéique du VEGF, et le site de fixation du bevacizumab correspond au épitope connu par le bevacizumab, et le site de fixation du VEGF sur le VEGF R2 et sur l'un des récepteurs également du VEGF R1 et surtout du VEGF R2, puisque l'autre partie qui se lie au VEGF R1 est ici. Donc on a vraiment là encore une connaissance tout à fait intime de la liaison entre la cible et l'anticorps de façon à jouer de façon efficace sur l'inhibition de l'activité, de la possibilité que le VEGF a de se lier
lié au niveau de son récepteur principal en géogénie, le VEGF-R2. Alors, on a vu quel type de médicaments, les petites molécules, c'est bien mieux que le reste parce qu'on sait les manipuler depuis les premiers médicaments du XIXe siècle jusqu'à maintenant, finalement, des petites molécules avec des sites aromatiques plus ou moins lipophiles, avec un poids moléculaire entre 500 et 1000. On en a des centaines et des milliers, donc on sait bien les utiliser, elles passent les barrières, elles vont dans les cellules, c'est parfait. On peut même les administrer féroces, pour ce qui est en tout cas des inhibiteurs de TK, ce qui est considéré par les malades comme un avantage, par les médecins un peu moins, parce qu'on n'est pas sûr que les malades prennent leurs médicaments quand on n'a pas la possibilité de les injecter, mais ceci est un autre problème. Des anticorps, et ça des anticorps qui étaient des outils au départ, se sont révélés des médicaments à part entière, et pas seulement en oncologie, je me suis restreint au champ de l'oncologie, et le champ de la rhumatologie est en train également de découvrir les anticorps thérapeutiques. Alors les peptides, ça marche jusqu'à maintenant, on est très déçus, on ne peut pas les faire entrer dans les cellules, les peptides, pour avoir des rôles peptidomimétiques et des inhibitions de protéines particulières. De la même façon, les oligonucléotides antisens, comme l'olimersène dont je parlais, l'ADN, le bout d'ADN qui reconnaît l'ARN messager de BCL2, et puis d'autres types d'ARN, ici, les aptamères, les lymosines, les ARN interférents sont l'objet d'intenses recherches pour savoir s'ils pouvaient devenir des médicaments. Le problème est l'entrée de ces molécules dans la cellule. Alors les anticorps, ils n'entrent pas non plus, bien sûr, mais ils vont reconnaître des sites extracellulaires ou des molécules, des sites extracellulaires de récepteurs ou des molécules circulantes, comme les facteurs de croissance humaine, dans le cas du bêta-6-umab. Ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est que pour qu'on puisse faire une thérapie ciblée, il faut que la cible soit présente. Et on va voir également ensuite qu'il faut qu'elle soit active. Il faut qu'elle soit présente, et on s'était dit au départ, si j'ai 100 patients et si la cible est présente sur la minéralobinémie pour adapter le traitement en fonction des populations hépatiques, on va vers le futur, vers des traitements orientés vers le mécanisme. On espère en tout cas y aller, c'est pour ça que je fais subsister ce point d'interrogation. On sait maintenant si on a une mutation de C-KIT, eh bien un tyrosine kinase va être efficace, c'est le cas des sarcomes gastro-intestinaux. On sait que si l'on a une amplification, une hyperexpression de RBD2 et surtout une amplification de HER2, comme on l'a vu hier, un anticorps spécifique a la possibilité de cibler ces l'herceptine. En revanche, ça c'est deux exemples qui marchent, et puis j'ai mis deux exemples qui ne marchent pas pour le moment. Les mutations de RAS, on n'a pas de médicaments anti-RAS efficaces, mais on a éventuellement des médicaments post-RAS, en aval de RAS, anti-MEC ou anti-R, qui vont peut-être actifs en cas de mutation de RAS, puisqu'ils sont situés en aval. Et puis, un exemple de ce qui n'a pas marché, qui rappellera des souvenirs à Amin Massoudi, c'est la modulation de la glycoprotéine B par l'inhibition de la multidrug résistance, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de médicament proposé, bien que le concept soit valide, et on a contribué à montrer qu'il était valide dans certaines pathologies. Eh bien, si on n'a pas de médicament actuellement développé pour inhiber cette glycoprotéine B, j'en ai pas parlé jusque-là, qui chasse les médicaments de la cellule. On a fait beaucoup d'espoir dans les années 90 sur ces médicaments-là. Tout ne peut pas marcher dans ce type de ciblage thérapeutique, de mécanisme de l'oncogénèse et là, de mécanisme de la résistance. Et puis un développement dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que la génétique constitutionnelle va peut-être nous apporter des outils pour adapter individuellement le traitement. C'est là-dessus que je travaille dans le laboratoire d'ailleurs, sur les problèmes pharmacogénétiques. Est-ce que les cytochromes, est-ce que les enzymes de réparation de l'ADN, est-ce que, etc. Toutes ces molécules qui sont impliquées dans la réponse aux anticancéreux, ils sont des molécules, des enzymes polymorphes, c'est-à-dire qu'il existe des variations fréquentes au niveau de la séquence nucléotidique de leur gène. Est-ce que ces variations sont susceptibles de jouer
semble suffisant pour servir de guide et pour servir d'aide à la prescription des anticancéreux. C'est une chose qui est à l'étude actuellement et qui pourra peut-être être une des composantes de la chimiothérapie du futur. C'est en tout cas vers ça qu'on essaie de se diriger avec tantôt des réussites, tantôt des échecs. Et c'est finalement le jeu de la recherche clinique, essayer d'apporter des outils pour la prescription et pas seulement des nouvelles molécules, mais aussi des nouvelles façons d'utiliser les molécules nouvelles et anciennes qui sont à l'étude. Merci de votre attention. Merci. Merci, professeur Jacques Robert. Vous nous avez clarifié des notions assez compliquées sur des thérapies ciblées. Je pense que nous allons enchaîner maintenant avec la deuxième conférence, nous laissons la discussion sur les deux conférences après la deuxième. Là, nous avons aussi les thérapies ciblées. C'est la fête par le docteur Sem Efra du Centre de diagnostic thérapeutique. Donc, selon l'OMS, le cancer continue à causer le deuxième taux de mortalité dans le monde, avec le maladie cardiovasculaire, à savoir 12% de décès dans le monde. Son incidence va augmenter. Et je vais juste insister, surtout pour les jeunes qui commencent à fumer, c'est qu'il y a 100 millions de victimes causées par le tabagisme au XXe siècle. Et parmi ces 100 millions, il y a 90% qui sont causés directement par le cancer pulmonaire. Le cancer est classé selon son incidence. Le premier cancer, c'est le cancer pulmonaire. Donc, il y a 1,2 million de nouveaux cas par an. Ensuite, le cancer de sein, le cancer de colon, etc. Mais les trois formes les plus mortelles, ce sont les cancers pulmonaires, les cancers de l'estomac et les cancers de foie. Le cancer, donc, ça commence par une tumeur bénigne qui peut parfois évoluer vers le stade malade, voire même la métastase. Il n'y a pas une cause bien déterminée du cancer, mais il y a des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque figure l'âge, le régime alimentaire moderne qui est caractérisé par les richesses en calories, en graisse, en glucides raffinés. Bien sûr, il y a le tabagisme, l'exposition des longues durées aux agents chimiques ou physiques, tels que la radiation, la radiation ultraviolette du soleil, et certains agents infectieux comme les virus et comme la bactérie Helicobacter pylori, par exemple, dans le cancer de l'estomac. Bien sûr, il y a une maladie du système immunitaire et avec un moins de degré d'hérédité. Selon l'OMS, les pays industrialisés les plus touchés par le cancer sont les États-Unis, l'Italie, l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et la France. Tandis que les pays, surtout en voie de développement, les moins touchés, ça concerne les pays de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud et de l'Asie orientale. Je suis partisan pour des recommandations de l'OMS parce que la prévention est beaucoup plus importante. Donc, il faut diminuer la consommation de tabac, faire attention à la qualité du mode de vie et à la qualité de l'alimentation. C'est pour cela qu'il est recommandé de consommer fréquemment des fruits et des légumes, de pratiquer l'exercice physique et bien sûr essayer de faire des dépistages précoces pour résoudre le problème avant le développement du cancer, c'est-à-dire juste éradiquer les tumeurs. Donc je vais reprendre un peu, je m'excuse, je vais reprendre un peu les données du professeur Jacques Robert, parce qu'il a parlé un peu du GFR, mais juste en fixant les cibles thérapeutiques. Donc les cellules cancéreuses sont caractérisées par la nucléoïdie, l'échappement à la défense immunitaire, l'immortalisation, la prolifération anarchique non contrôlée, l'angiogénèse, l'altération du métabolisme, la métastase et la mortalité. La question qui se pose, quelle est la bonne cible à fixer? Bien sûr, si on pose la question aux gens qui travaillent sur le stress oxydant, ils vont dire ce qui est en amont pour le développement du cancer, c'est le système de réparation. Suite à l'accumulation de stress
Occident. Donc il y aura des mutations dans le système de réparation de l'ADN. Donc il y aura accumulation de ces mutations, et ces mutations vont permettre le développement du cancer. Cependant, on peut trouver une seule expression d'un seul récepteur, d'une seule protéine de surface, qui peut causer tous ces aspects, où on ne trouve pas une mutation qui explique cette seule expression. À savoir le GFR, qui est le premier récepteur tyrosine kinase identifié. Il s'agit d'une protéine cellulaire, transmembranaire, qui possède 4 domaines, une région extracellulaire subdivisée en 4 domaines. Domaine 1 et domaine 2 et 3 pour la fixation des ligands. Domaine 2 et domaine 4 sont deux domaines cystine-rich. Une région intracellulaire qui débute par une partie extramembranaire importante pour la régulation de l'activation du récepteur. Le domaine tyrosine kinase et finalement une queue C-terminale qui contient des résidus tyrosine clés pour l'autophosphorylation et l'activation de la signalisation des récepteurs. Ce qui est important pour ces récepteurs, c'est qu'il est homologue à l'oncogène viral VRBB du virus d'érythroblastose. Comme tout récepteur tyrosine kinase, il active une première voie appelée la voie de l'amapkinase, qui a été expliquée par le professeur Robert. Donc c'est une voie qui commence par une protéine adaptatrice, GMDSOS, pour activer RAS. RAS à son tour va activer la cylindrothymine kinase RAF, et RAF va activer MEC, et ensuite vont phosphoryler la MAP kinase proprement dite, qui va pouvoir passer dans le noyau et réaliser la transcription des facteurs impliqués dans la progression du cycle cellulaire. La deuxième voie, c'est la voie de la PI3 kinase, donc qui commence par l'activation de la PI3 kinase, qui phosphoryle les lipides PIP2 en PIP3, et PIP3 va pouvoir fixer PTK1 et ACT. C'est ainsi que PTK1 va phosphoryler ACT, et ACT phosphorylé va tout d'abord bloquer les facteurs responsables de l'apoptose et va permettre la croissance cellulaire. Donc, de même, le GFR, en fixant son ligand, tout d'abord il y aura un changement conformationnel qui va aboutir à la dimérisation de deux molécules du GFR, et c'est la phosphorylation du résidu clé au niveau du C-terminal vont recruter des protéines de signalisation intracellulaire. D'une part, pour déclencher la voie de la MAP kinase, responsable de la progression du cycle cellulaire, et d'autre part, le déclenchement de la voie de la PI3 kinase qui assure la croissance cellulaire. C'est ainsi qu'on retrouve les différents aspects rencontrés pour une cellule cancéreuse, à savoir la prolifération incontrôlée, la survie, le blocage de l'apoptose, l'métastase angiogenèse et surtout cette surexpression de la signalisation du GFR et cause la résistance contre la chimiothérapie et la radiothérapie. Du point de vue historique, les travaux qui ont abouti à l'identification du GFR ont débuté dans les années 60, où l'équipe de Stanley Cohen a mis l'accent sur le GF comme étant impliqué dans la transformation cellulaire. Tout d'abord le GF humain, puis le GF humain. Et ces travaux ont eu pour finir l'isolement et la purification des récepteurs tout entiers du GFR. Et de façon précoce, on a pu développer le premier anticorps qui était capable de bloquer la signalisation du GFR, qui a donné ensuite le citiximab qui est en cours d'application clinique. Et en 1984, le professeur Axel Ulrich a pu isoler le CDNA du GFR, et dès lors, il y a eu développement d'une vingtaine d'antagonistes à l'GFR qui sont en cours aussi de développement. Le GFR en fait appartient à une famille de 4 membres. Le premier membre, c'est le GFR lui-même, appelé aussi ERBB1, puisqu'il a une analogie avec l'oncogène viral VRBB. Le GFR fixe une dizaine de ligands, tels que le GF-GFA. Puis il y a l'ERBB2. L'ERBB2, lui, n'a pas de ligand connu jusqu'à maintenant, mais il est un partenaire préféré pour l'hétérodimérisation avec les autres membres. Tandis que le troisième membre des RBB, l'RBB3, lui, il possède ces ligands, mais il n'a pas de kinase fonctionnelle. Et finalement, l'RBB4, lui, il ressemble à l'IGFR, mais sa présence en cancer, ça pourrait être un bon pronostic.
La famille DRPB est impliquée dans la majorité des cancers solides avec des valeurs variées selon les cancers et selon les types. Donc on trouve dans les cancers de sein, cancers d'ovaire, de rein, etc. Donc, cette famille de récepteurs tyrosine kinase, comme je l'ai dit, elle active principalement le 2 voie de la MAP kinase responsable de la prolifération cellulaire, voie de la P3 kinase responsable de la croissance cellulaire, du blocage de l'apoptose. La prolifération cellulaire est maximale lorsqu'on a l'hétérodimère HER2, HER3, et dans ce cas, on a un grand risque de développer le cancer. Ceci ne doit pas oublier que l'IGFR c'est une protéine cellulaire, donc elle possède une fonction bien déterminée chez la cellule. Cette fonction, surtout indispensable au développement embryonnaire. Donc, en fixant les ligands, ce récepteur va assurer la transcription du gène pour la progression du cycle cellulaire, pour réaliser la prolifération cellulaire, réaliser la croissance cellulaire, bien sûr, l'angiogénèse nécessaire. D'ailleurs, si on réalise des expériences de knockout de n'importe quel membre du GRBB, on aboutit à une létalité embryonnaire. Donc, l'importance, ou bien la seule expression de cette famille dans les cancers, ont poussé les gens à essayer de comprendre l'activation des récepteurs. Donc, la première chose, c'est d'étudier la dimérisation des récepteurs, par quel mécanisme. En fait, grâce à la cristallisation du domaine extracellulaire du GFR réalisé en 2002, on a pu comprendre la formation du dimère du côté extracellulaire, où il y a interaction entre deux molécules de GFR avec stoichiométrie 2,2, c'est-à-dire deux ligands avec deux récepteurs. Et cette interaction est basée sur l'interaction entre deux domaines saillants, de domaine 2, domaine cystine rich, pour donner une structure analogue au papillon. Donc voilà la structure telle qu'elle est schématisée par le professeur Schlesinger. Donc il y a interaction de deux boucles saillantes, une boucle saillante de domaine numéro 2 pour réaliser cette structure. Or, jusqu'à cette époque, il n'y a pas eu d'études qui expliquent le passage du changement conformationnel du côté extracellulaire vers le côté intracellulaire pour favoriser l'autophosphorylation et induire, ou bien déclencher la signalisation intracellulaire. Donc, en collaborant avec mes collègues, j'ai pu développer un modèle qui explique le passage du changement conformationnel, qui explique la dimérisation du côté, cette fois-ci intracellulaire, en se basant sur l'interaction électrostatique entre deux peptides de 13 acides aminés, mais de charges opposées. Ces peptides existent de part et d'autre du domaine tyrosine kinase. Un peptide chargé positivement au niveau de la région juxtamembranaire et un peptide chargé négativement en aval, juste en aval du domaine tyrosine kinase. Lors de la fixation des ligands, chaque peptide chargé négativement d'un partenaire va interagir avec les peptides chargés positivement de l'autre partenaire, et vice-versa, pour donner cette structure et permettre à chaque C-terminal d'un monomère d'être en contact direct avec le domaine tyrosine kinase de l'autre monomère. C'est ainsi qu'on favorise l'autophosphorylation. Cette structure de corps est transitoire, elle va s'ouvrir pour permettre aux protéines de signalisation intracellulaire ayant le domaine SH ou bien PTP pour s'y fixer sur les phosphotyrosines et continuer la signalisation, que ce soit selon la voie de la MAP kinase ou bien selon la voie de la P3 kinase. Si on voit les stratégies qui ont été présentées partiellement par le professeur Jacques Robert, il y a, pour inhiber la signalisation des GRBB en cancer, nous avons adopté des petites molécules qui entrent en compétition avec l'ATP pour l'empêcher de se fixer. C'est ainsi donc qu'on inhibe l'activation du domaine tyrosine kinase et on bloque ainsi la signalisation, ou bien l'utilisation des anticorps monoclonaux qui reconnaissent le domaine extracellulaire pour bloquer la fixation de son ligand ou pour bloquer l'hétérodimérisation. C'est ainsi qu'on
qu'on bloque aussi la signalisation du GFR. Et finalement, les anticorps monoclonaux qui reconnaissent les ligands pour l'empêcher de s'y fixer. Et sinon, notre modèle, nous suggérons la recherche des entités chargées négativement pour bloquer le P13 positif ou positivement pour bloquer le P13 négatif. C'est ainsi qu'on va bloquer la dimérisation intracellulaire, l'autophosphorylation, et on peut bloquer la signalisation des RBB. Actuellement, il y a deux stratégies qui sont retenues, qui sont appliquées en deux stratégies de thérapie ciblée visant le GFR, qui s'ajoutent avec la thérapie et la radiothérapie qui sont non spécifiques, à savoir les anticorps monoclonaux et les petites molécules qui entrent en compétition avec l'ATP, qui inhibe le métabolisme kinase, qu'on appelle TKI. Donc, vous allez voir, c'est comme un jeu d'échecs avec un grand joueur, vraiment, parce que le cancer est dynamique. C'est-à-dire, si on bloque une voie, il va ouvrir une autre voie, vous allez remarquer par la pratique donc, de ces molécules au niveau du cancer. Donc, on a les TKI pour empêcher la fixée et les anticorps monoclonaux donc pour bloquer l'activation des récepteurs. Pour les anticorps monoclonaux, ils ont pour but tout d'abord d'essayer de mobiliser le système immunitaire cytotoxique, donc pour qu'ils reconnaissent les cellules tumorales et causent la lyse, ou d'essayer d'induire l'endocytose par fixation sur le GFR, c'est ainsi qu'on peut bloquer sa signalisation. La conception des anticorps a commencé par des anticorps 100% murins, puis on a essayé de diminuer la partie murine jusqu'à obtenir un anticorps qui est 100% humain grâce à la technologie de Xenomouse. Actuellement, je ne vais parler que des anticorps monoclonaux approuvés en utilisation clinique, à savoir le trastuzumab, le cetuximab et les panitumumab. Donc, le trastuzumab était approuvé dès 1998 pour traiter les cancers de sein métastasiques sur l'expériment RBB2. Le cetuximab et le panitumumab ont été accordés pour traiter les cancers colorectal métastasiques. Le trastuzumab est commercialisé par Genentech Roche, cetuximab est commercialisé par Inclone et le panitumumab est commercialisé par Amgen. L'historique du trastuzumab était une suite logique de travaux moléculaires, c'est-à-dire qui a commencé par les Allemands décidés à la GFR en 1984, puis les Allemands décidés à la HER2, et puisque HER2 était très surexprimé au niveau du cancer du sol, donc il était plus logique de penser à un anticorps qui bloque HER2 pour résoudre, ou bien pour essayer de traiter le cancer de sein. Donc vous voyez que HER2, je vous rappelle que HER2 n'a pas de ligand connu, mais il est un partenaire préféré pour l'hétérodiméralisation. Donc l'idée était, si on bloque HER2, on va bloquer cette hétérodiméralisation. C'est ainsi qu'on va bloquer la signalisation des RBB au niveau des cancers. Donc, dans le but d'immobiliser le système immunitaire cellules cytotoxiques ou bien induire l'endocytose. Cependant, lorsqu'on a utilisé le trastuzumab en clinique, on a trouvé que 14% d'efficacité. Plusieurs hypothèses, plusieurs explications ont été avancées, à savoir l'existence de voies compensatrices de signalisation des RBB, comme il a été présenté par le professeur Jacques Robert, soit mutation au niveau de RAS, donc qui court-circuite la signalisation des RBB, ou bien mutation au niveau de RAF, qui fait la même chose, ou bien mutation au niveau de PTEN, donc qui favorise l'activation du P3-kinase. La deuxième explication, c'est la présence d'une activation paracrine ou endocrine des autres membres des RBB, autres que RBB2. Et on a trouvé qu'expérimentalement, le trastuzumab devient incapable de bloquer la prolifération des cellules tumorales avec l'activation autocrine du GFR. Et finalement, le trastuzumab reconnaît le domaine 4 du côté extracellulaire, donc théoriquement, il n'interfère pas avec l'hétérodiméralisation. C'est pour cela qu'on essaie
de développer un anticorps alternatif qui s'appelle le pertuzumab, qui est encore en cours de test clinique, qui n'est pas encore approuvé. Ce pertuzumab est dirigé directement contre la boucle saillante qui sert pour la démyélisation extracellulaire. Donc, si on bloque cette boucle, on va inhiber l'eau-démyélisation et l'électrodémyélisation. On peut ainsi bloquer la signalisation du ZBB. Le deuxième anticorps qui est dirigé contre les GFR, c'est le cetuximab, qui est un anticorps chimère. Donc, seulement la partie qui reconnaît l'antigène est murine. Et aussi, le panitumumab, lui aussi dirigé contre le GFR, mais cette fois-ci, il est 100% humain grâce au Xenomax. En plus des autres tumeurs de cancer de sein ou bien cancer de poumon, le cancer de tête et de pouce s'avère une bonne cible pour ces anticorps, puisqu'il y a cette expression du GFR de plus que 90%. Donc, si on inhibe les GFR, théoriquement, on peut résoudre le problème du cancer de tête et du cou. Cependant, on est confronté avec des problèmes lors de l'utilisation de ces anticorps, problème dû à l'expression des autres membres des RBB autres que le GFR, et deuxièmement, pour circuitage de la signalisation, par mutation surtout du CARAS, qui occupe 15 à 30% dans l'adénocarcinome de poumon. En fait, le panitumumab n'est efficace qu'avec des patients ayant le type sauvage du gène CARAS. En plus, un autre problème, surtout dans le cancer de tête et de cou, c'est la présence du GFR variant 3. Le GFR variant 3, lui, il est le plus proche de l'oncogène viral VRBB, puisqu'il est indépendant des ligands, il possède une activité tyrosine kinase constitutive, il n'a pas besoin de démyélisation. Donc, de ce fait, les anticorps développés ne vont plus reconnaître cet oncogène bien ce variant du GFR. La deuxième stratégie adoptée pour traiter les cancers causés par les RBB, c'est la stratégie de TKI, bien des inhibiteurs de domaine tyrosine kinase, est développée à partir d'observations qu'une mutation qui touche le domaine tyrosine kinase du GFR bloque son activité. En plus, la cristallisation du domaine kinase des protéines kinase a montré que la poche de fixation de l'ATP pourrait être une bonne cible. C'est ainsi qu'on a pu développer toute une gamme de petites molécules inhibitrices du domaine tyrosine kinase pour empêcher l'ATP de se fixer activer dans le domaine tyrosine kinase. Donc, la première stratégie, c'était de bloquer la fixation des ligands. La deuxième stratégie, elle s'en fout un peu de fixation des ligands, mais elle va bloquer la partie intracellulaire. De même, il y a 3 molécules actuellement qui sont approuvées pour l'utilisation clinique. C'est le gifetinib, développé par AstraZeneca, bien commercialisé essentiellement par AstraZeneca, l'erlotinib, commercialisé par le Genentech, et l'apatinib, qui est commercialisé par GlaxoSmithKline. Donc voilà les structures des 3 molécules. Elisa et Tarceva, bien, j'ai fait une structure un peu similaire. Et l'apatinib ou ticker. Donc les meilleures cibles étaient le cancer de poumon des cellules non petites, où il s'exprime le GFR dans 50% des cas. C'est ainsi donc qu'on a développé les gifetinib et l'erlotinib qui sont approuvés pour traiter ce cancer, tandis comme alternative pour l'échec du trastuzumab dans les traitements du cancer du sein, on a pu développer le naprotinib, et lui, il reconnaît en plus de le GFR. Donc cette molécule est approuvée pour traiter les cancers du sein s'exprimant un peu et en ayant un traitement préalable au trastuzumab. Toutefois aussi, on a rencontré des problèmes lors de l'administration du gifetinib et de l'erlotinib. Tout d'abord, le taux de réponse était faible, ce n'est que 8 à 19%.
Et l'analyse moléculaire a montré que les répondeurs développent des mutations de résistance. Et ces mutations de résistance sont essentiellement localisées au niveau du domaine tyrosine kinase. Donc il y a une multitude de mutations de résistance, mais la plus courante, c'est la mutation théréonine 790 méthionine, qui occupe 50% du total des mutations. Et des travaux récents ont montré que cette mutation augmente l'affinité du domaine tyrosine kinase vis-à-vis de l'ATP. Ce qui fait donc le domaine tyrosine kinase ne va plus reconnaître ces molécules de TKI, mais va reconnaître l'ATP lui-même. Un autre problème qui explique l'échappement des RBB contre l'action de TKI, c'est le HER3. Le HER3 qui réalise l'hétérodémonisation avec HER2 essentiellement, va être phosphorylé au niveau de ces résidus tyrosine, mais on n'a pas une tyrosine phosphatase efficace pour les phospho-HER3, ce qui cause une voie constitutive du HER3 kinase, et ce qui donc rend difficile le traitement des cancers dans ce cas. De même, pour le lapatinib, lui, lorsqu'il était administré, tout d'abord, il a induit la signalisation du récepteur d'estrogène. Et l'estrogène récepteur est impliqué aussi dans le développement du cancer. Vous allez dire, mais on peut appliquer les tamoxifènes, mais vous savez aussi que l'estrogène récepteur, à une phase, il devient indépendant de son ligand, c'est ainsi que les tamoxifènes devient aussi inefficace. La deuxième chose, c'est que l'apatinib s'est avéré incapable de se fixer sur le TGFR actif. En fait, les mutations qui rendent le récepteur constitutif vont être insensibles à l'action de l'apatinib. Donc, en récapitulant, on va trouver donc 3 molécules monoclonaux qui ont été approuvées pour traiter le cancer, et 3 molécules TKI qui ont été aussi approuvées. Il y a des effets secondaires, bien sûr, puisque le TGFR est exprimé chez certains tissus, tels que l'éruption cutanée, diarrhée, fièvre et autres. Toutefois, ces effets secondaires sont minimes si on les compare avec la chimiothérapie classique. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que les effets secondaires issus de deux anticorps qui sont proches, cefiximab et panitumumab, possèdent quelques différences. Donc les cliniciens continuent à utiliser ces molécules pour traiter le cancer, mais en tenant compte des différentes mesures. Tout d'abord, il faut s'assurer de l'absence de mutation de résistance en cas d'utilisation de TKI. Et il faut vérifier l'environnement d'expression des RBB pour les anticorps monoclonaux. Et les cliniciens, bien sûr, essaient tout le temps de minimiser les effets secondaires et d'optimiser les doses biologiques appliquées. Stratégie actuelle pour essayer de résoudre le problème de résistance contre les anticorps monoclonaux ou bien contre les TKI, c'est de réaliser une thérapie combinée. Donc, il y aura différents traitements combinés avec les agents de chimiothérapie, ou bien combinaison de la radiothérapie et de la chirurgie, ceci dans plusieurs types de cancers. Et c'est une étude pharmacogénétique pour identifier les patients qui peuvent vraiment bénéficier du traitement. Donc, cette thérapie combinée est en cours d'essai clinique. Comme dans ce cas, on essaie de combiner les TKI avec les anticorps monoclonaux. Dans d'autres cas, on essaie de combiner les inhibiteurs de GFR avec les inhibiteurs de VEGFR impliqués dans l'angiogénèse. Et cette diapositive, c'est celle du professeur Axel Rich, que j'ai discuté avec lui, sur le futur de la thérapie ciblée. Il m'a dit on s'oriente de plus en plus vers l'identification d'un traitement individualisé, c'est-à-dire qu'il faut en tenir compte d'une part de l'environnement d'expression des oncogènes, il faut en tenir compte de la présence ou non des mutations, il faut en tenir compte aussi du polymorphisme au sein du patient, donc les études pharmacogénétiques, je m'excuse. Ceci va amener
à définir un traitement individualisé, c'est-à-dire on essaie d'étudier cas par cas pour réussir cette thérapie ciblée dirigée contre les LBD. Donc, si je résume, je vais prendre ma conclusion personnelle, c'est que si on a joué aux échecs avec ce monstre qui est le cancer, on trouve que les stratégies développées, les tactiques développées pour gagner ce jeu est caractérisée par une richesse, ou bien beaucoup de business, c'est-à-dire les boîtes privées gagnent beaucoup d'argent derrière, mais vraiment on n'a pas atteint le but final. Le but final, c'est d'éradiquer le cancer totalement, parce que si je joue avec les champions du monde aux échecs et je résiste 10 minutes, ça ne veut pas dire que j'ai gagné le jeu. Donc c'est ainsi que les boîtes pharmaceutiques trouvent, oui c'est vrai, on peut améliorer la survie des patients, mais on ne résout pas vraiment le problème du cancer. Donc toujours, si vous regardez toutes ces molécules, vous trouvez beaucoup de publicité comme si on a résolu totalement le problème du cancer, mais vraiment, on doit consolider au niveau des efforts et on doit faire participer tous les gens, qu'ils soient cliniciens, qu'ils soient scientifiques, etc., pour essayer donc de combattre ou bien de renouveler les tactiques pour battre ce monstre que j'appelle monstre du cancer et revivre l'espoir jusqu'à se lever un jour et regarder sur une chaîne télévisée spécialisée en information pour trouver un breaking news qui décrit l'éradication du cancer dans le monde. Je vous remercie. On n'arrive pas à éradiquer le cancer, ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'on a fait beaucoup d'inventions dans même les protocoles de traitement. Et puis, je joue l'avocat du diable dans le sens pour dire, effectivement, je comprends bien que les boîtes pharmaceutiques vendraient bien leurs produits très chers, sachant que l'investissement en vaut la peine, et puis si on compte le temps entre quand ils déposent leur patente et puis le temps que la molécule ou l'anticorps est mis sur le marché, sachant qu'une propriété intellectuelle, elle dure 20 ans, et donc ils doivent amortir dans le plus bref délai sinon après ça tomberait dans le domaine public. Et c'est ce qui se passe pour de multitudes de molécules. Et puis, dès qu'elles tombent, ces molécules, dans le domaine public, elles n'intéressent personne. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, je suis un obstétricien, et puis on étudie souvent, par exemple, les accouchements prématurés. Et puis, on regarde, par exemple, dans un protocole clinique, utiliser la progestérone pour voir l'effet, si on peut, en fait, amener jusqu'à terme ou à l'état de viabilité. Mais aucune boîte pharmaceutique voudrait financer ça. Parce qu'effectivement, c'est une molécule qui est tombée, ça fait 25 ans, 50 ans dans le domaine public, et puis voilà. Donc je les comprends d'un côté, et je comprends aussi dans les pays comme la Tunisie et d'autres, qu'il faut aussi qu'on avance. Et puis je comprends bien l'Inde, qui prend les patentes peut-être pour les trithérapies, les fabrique à bas prix, les fournit en Afrique du Sud. Donc, il faut juste un juste milieu. Il ne faut pas non plus diaboliser ces boîtes pharmaceutiques, même si elles le sentent, mais c'est que aussi on en a besoin. Elles financent. Indépendamment, elles financent les projets qui les intéressent. Et puis, nous, chercheurs ou médecins, on doit faire avec. On ne peut pas lutter non plus contre le système. Ça, ma foi, c'est la réalité. Et donc, il faut prendre ce qu'on peut prendre pour évaluer la science, être humain et éthique, et aussi laisser l'autre parodiale. Je diabolise pas les boîtes pharmaceutiques, mais juste je diabolise l'esprit de recherche. Si je fixe comme but l'argent, de gagner de l'argent, de devenir riche, je ne serai pas efficace. Parce qu'il faut mettre en tête que nous sommes en mission humanitaire pour lutter contre le cancer. Donc, il y a une différence. Si je fixe donc, le cancer comme ennemi, juste pour aider l'humanité, donc ça c'est un esprit de recherche.
L'autre esprit, c'est fixer l'argent. Voilà, donc, même cette molécule n'est pas 100% efficace, mais je peux faire de la pipe, et je peux travailler avec, juste pour gagner de l'argent. C'est qu'il gagne, exactement. Ça d'une part. D'autre part, l'information ne circule pas concernant le cancer. Imaginez que toutes les découvertes sont à la portée de tout le monde. Donc, certainement, un chercheur dans les pôles Nord qui a les données d'un chercheur au pôle Sud, il peut améliorer, il peut exploiter ces idées. Mais si ces idées sont cachées, sont donc dans un blocus, on ne peut pas avancer, je crois, dans cette bataille. Bien sûr, il faut peut-être chercher le juste milieu en Tunisie. Il faut bien sûr faire la prévention, et ça c'est primordial, mais il faut aussi traiter les gens qui sont déjà malades par des thérapies s'il y a la possibilité. Nous revenons à la première conférence du professeur Jacques Aubert. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle au professeur Aubert? Oui. Concernant le pharmacogénétique, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir aussi annoncé par multiples partenaires, soit pharmaceutiques ou même des chercheurs, quant à part les mutations mises à part, et on sait que certaines mutations vont faire une résistance, comme vous l'avez dit, Samy aussi, mais est-ce que sur le plan pharmacogénétique, on a déjà mis en évidence des polymorphismes sur un certain nombre, soit dans des cibles, soit dans d'autres molécules qui sont impliquées dans la réponse aux thérapies ciblées? Alors, la situation actuelle, c'est qu'il y a pas mal de travaux, des travaux qui restent limités au point de vue du nombre de malades inclus et au point de vue de la significativité par conséquent des résultats et de l'exploitation comme facteur prédictif de réponse ou de toxicité. Sur le plan pharmacogénétique, actuellement, ça concerne plutôt le thérapeutique en cytostatique. Il y a 3 examens qui ont été validés par la FDA et qui sont tous pratiqués partout. Il y a la recherche des variants du gène de la thiopurine méthyltransférase pour les traitements de malades leucémiques en traitement d'entretien par la thiopurine et la mercaptopurine. Ça représente très peu de patients. C'est quelque chose qui peut se faire dans les centres d'oncopédiatrie, qui est fait dans les centres d'oncopédiatrie actuellement, et qui permet de prévenir la toxicité de ces molécules. C'est marginal. Il y a un deuxième test actuellement qui est proposé, qui est celui qui est donc recommandé par la FDA et qu'on est en train d'étudier justement. On a fait un projet pour savoir s'il était susceptible d'être intéressant comme facteur prédictif de toxicité de l'irinotecan dans le cas qui a été utilisé dans les CPT11, utilisé dans les cancers colorectaux. Et il existe un polymorphisme du gène de détoxication de son métabolite actif qui est bien caractérisé, qui est bien lié à la toxicité, mais qui n'est pas utilisé en France et dont on se pose la question, est-ce que ça apporterait quelque chose aux cliniciens de pouvoir disposer de résultats? Et l'essai qu'on propose, qu'on vient de proposer à un cas, c'est de faire de randomiser non pas les malades mais les médecins, comme une fois. À la moitié, on fournit le résultat du génotypage de leurs patients et l'autre moitié, on ne fournit pas. Et on regarde ce qu'ils font derrière, est-ce qu'ils modifient la dose, est-ce qu'ils augmentent la dose éventuellement chez les patients qui ne sont pas à risque, est-ce qu'ils la diminuent chez les patients à risque, est-ce qu'ils ont, avec les informations est-ce qu'ils vont modifier leur pratique? S'ils ne la modifient pas, ce ne sera pas la peine de le mettre parmi les examens généraux et disent s'ils modifient leur pratique et si en même temps il y a un effet sur la toxicité, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de le faire prendre en charge par notre système de sécurité sociale. La troisième question qui se pose, ou parmi d'autres, c'est le gène de la lipopéroline des hydrogénases qui est muté à l'état homozygote chez un patient sur 10 000, c'est pas beaucoup, mais qui donne, lorsqu'il est muté, une toxicité létale du 5-chloruracile. C'est-à-dire que le patient qui reçoit du 5-chloruracile meurt à 99%.
99% de malchance de mourir du traitement. Le problème est qu'on n'a pas les moyens à l'heure actuelle de faire un test génétique sur tous les patients recevant du sein, c'est-à-dire tous les cancers du sein, particulièrement métastatiques, et même actuellement le fait est utilisé en adjuvant, tous les cancers colorectaux en métastatique comme en adjuvant, tous les cancers ORL également, qui soient du sein de patients, une base de patients pour lesquels on ne peut pas faire ce test. Et pourtant, la question a été posée à un procureur de la République en France. Qu'est-ce que vous faites si un famille d'un patient porte plainte pour perte de chance pour avoir traité un patient par Saint-Élu alors qu'il avait ce polymorphisme de la lignée des hypospinases? Réponse du procureur de la République, j'attaque. Sans aucun doute pour perte de chance, et il est certain qu'il gagnera contre l'hôpital et que l'hôpital sera obligé de payer les dommages induits, etc. Ça n'a encore jamais eu lieu en France, tout cela, parce que la famille des patients qui sont ainsi a considéré que ça faisait partie des aléas thérapeutiques et que ça ne fait pas revivre le patient en question qui, de toute façon, avait une espérance de vie de l'ordre de 1 à 2 ans, et que bon, tout le monde n'est pas procédurier comme aux États-Unis, mais il n'est pas impossible que ça fonctionne un jour en France comme aux États-Unis. Donc la troisième question qui se pose, là encore, sur faut-il mettre en place ce test ou pas. Quatrième même, le problème du cytochrome 2D6 et du tamoxifène. On s'est aperçu tout récemment que les polymorphismes bien connus du 2D6 étaient bien connus en pathologie cardiovasculaire, en pharmacologie cardiovasculaire, sont également déterminants pour l'activation du tamoxifène. Le Z2D6 est indispensable à l'activation du tamoxifène en monocytène, et les patients qui ont un polymorphisme du 2D6 ont de façon significative une survie plus faible que les patients qui ont le génotype sauvage. Le problème est encore, faut-il le faire ou pas, l'examen n'est pas validé dans une étude de type phase 3 randomisée pour savoir quel est le gain de la perte de survie chez les patients. Cela dit, ça a quand même eu un intérêt, cette étude pharmacogénétique, c'est de montrer que les inhibiteurs, les médicaments prescrits pour limiter les bouffées de chaleur chez les patients recevant du tamoxifène, en fait, c'était des inhibiteurs du 2D6. C'est-à-dire qu'ils enlevaient l'activation du tamoxifène, ce qui expliquait à la fois l'effet de la perte de chance au niveau de l'efficacité du tamoxifène et les bouffées de chaleur. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus proposer vraisemblablement ces traitements des effets secondaires du tamoxifène, mais en tout cas, dès maintenant, je pense que la règle est de ne plus prescrire ces médicaments de confort associés à la prise de tamoxifène. C'est la règle du tamoxifène si on donne en même temps l'inhibiteur de son activateur. Donc voilà où on en est. Il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de petites études. Là, j'étais justement en train de les recenser pour voir où on allait. Des petites études de type phase 2, qui, comme les phases 2 sont souvent significatives, mais au niveau ensuite validation et d'utilisation routine, pas encore. Ça viendra peut-être, ça viendra souvent pour un certain nombre de tests, mais on est encore un peu loin de la mise en place de tests pharmacogénétiques quotidiennement de la chimiothérapie anticancéreuse. Classique aussi. Merci. Qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on a parlé de la thérapie aussi individualisée et l'idée de faire des chips microarray pour toutes les personnes et les screener puis voir si elles vont répondre ou pas. Effectivement, en question santé publique, c'est la grande point d'interrogation. Et puis l'utilité, la vie privée, la conservation des qu'est-ce que vous pensez de cette idée futuriste? Alors, il y a
signature d'Amsterdam, en particulier, signature de 70 gènes, qui est prédictive, pronostique plus exactement, du risque métastatique. Il y a un essai en cours, un essai multicentrique européen, coûte 38 millions d'euros, qui va inclure 6000 patientes, pour lesquelles sera testée l'hypothèse, est-ce que la signature profil d'expression génique est supérieure aux critères usuels de risque de métastase pour traiter ou ne pas traiter en traitement adjuvant ces patients. C'est un essai qui démarre doucement comme les mastodontes, qui apportera la réponse peut-être à une époque où ça sera plus intéressant. Mais qu'il fallait faire dans l'état actuel des choses, qu'il fallait faire parce que, effectivement, il peut y avoir un bénéfice pour environ 10% des patients traités par chimiothérapie adjuvante, et ça représente quand même un nombre de patients considérable et par conséquent une espérance de vie sauvée important, suffisamment important en tout cas pour que l'essai soit fait. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les SNIPARET, peut-être ça dont vous parliez plus tôt. Les SNIPARET, alors, tout le problème est de valider quelque chose. En fait, ça vaut aussi pour les signatures, et c'est peut-être encore plus difficile. Le problème, c'est que si on a des SNIPARET avec 500 000 actuellement, c'est l'avant-dernière prouesse d'Affymetrix, maintenant c'est 1 million. Mais mettons 500 000 SNP qu'on peut déterminer chez un patient avant son traitement. On va regarder l'effet de chaque SNP sur la survie. Si on veut conserver une significativité au seuil de 5%, et qu'on fait 500 000 tests différents, on ne regarde que la survie, on ne regarde ni la toxicité ni la réponse, supposons. Si l'on fait 500 000 tests de P, pour garder un seuil de significativité de 5%, il faut diviser 0,05 par 500 000. On arrive à 10 puissance moins 7. Il nous faudra un petit p égal à 10 puissance moins 7 pour espérer valider un SNP comme prédicteur de la survie. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Combien de patients faut-il inclure dans un essai clinique pour valider et obtenir un petit p égal à 10 puissance moins 7? 100 000 patients. Donc, on est quand même un petit peu la limité. Je dis que heureusement, il n'y a pas assez de cancer pour qu'on puisse répondre. Mais il n'en reste pas moins qu'on essaie quand même de faire des SNP et on essaie de valider avec des petits nombres de patients et puis de dire, et puis de faire des tests indépendants, avoir des sets d'essais et des sets de validation, des sets d'apprentissage et des sets de validation, comme ils ont fait avec les signatures moléculaires. Finalement, ces 70 gènes qui sont un choix qui n'est pas tout à fait arbitraire et qui est représentatif d'un certain risque de métastase, finalement, il semble que ce set de 70 gènes ait été validé sur finalement beaucoup moins de patients, beaucoup moins de patients nécessaires à ces profils d'expression, puisque là on a quand même des nombres un peu moins élevés, puisque sur 30 000 gènes, il y en a en gros la moitié qui s'exprime dans une tumeur, ça fait 15 000 gènes. 15 000 gènes en gros, on est quand même loin des 500 000 SNP. Donc on est peut-être, effectivement, c'est peut-être un peu plus facile à valider en raison du nombre inférieur de tests simultanément réalisés, donc du nombre inférieur de faux positifs attendus dans la relation dans l'association entre l'expression d'un gène et pronostic du cancer. Donc, c'est peut-être pour ça que ça marche, et les craintes en ajoutant un log, malheureusement, ça va peut-être être que les SNP-parés ne seront pas utilisables. C'est à l'étude, et en particulier, vous connaissez bien le travail de Genève jusqu'à ces dernières années, jusqu'à ces derniers mois, qui est arrivé à Bordeaux, qui s'appelle Hervé Bonnefoy, qui a mené un très bel essai, très gros essai sur le facteur prédictif de la mutation P53 sur la réponse à la chimiothérapie adjuvante des cancers
système biologique qu'on explore, on n'aurait jamais fait de recherche. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées avec beaucoup de chance, et que la simplification amène finalement à quelques petites réponses par-ci par-là, et que ça permet au plus tard de progresser, et il faut quand même faire cette recherche-là, même si les statisticiens les ont trouvés. Il y a une autre question. Je suis otorhinolaryngologiste et j'ai deux commentaires en ce qui concerne les cancers des voies digestive supérieures. Premièrement, comme l'a dit le docteur Sémilariff, l'expression des cibles est fréquente et importante dans les cancers des voies digestive supérieures. Mais je suppose que cette expression et des différentes cibles et de leur mutation est différente selon les populations. Et je tire l'occasion pour faire appel à mes collègues pour commencer la recherche des cibles, particulièrement de l'EGFR et de la P53 dans les cancers des voies digestives en dehors du cancer du colon. Et le deuxième commentaire concerne du point de vue thérapeutique. Monsieur le professeur Jacques Robert nous a parlé d'une étude de l'application de la cetuximab dans les cancers colorectaux. Mais il y a aussi une autre étude qui a été récemment aussi publiée dans les cancers des voies digestives supérieures sur l'application de la cetuximab. C'est un essai randomisé qui a comparé deux groupes de malades, radiothérapie avec cetuximab versus radiothérapie seule, et des études ont montré qu'il y a une différence significative sur donc, le pronostic des malades traités par l'association cetuximab dans les cancers des voies digestives supérieures. Tout à fait, polarisé sur certains cancers. Mais effectivement, cette cetuximab va être très bientôt approuvée dans les cancers des voies supérieures. Alors, ce qu'il y a qui différencie les cancers du poumon, dont je suis un peu le cancer du poumon aussi, parce qu'il y a les mutations de GFR qui sont un beau modèle, il n'y a pas de mutation de GFR, mais c'est une mutation activatrice, j'entends, c'est aussi les mutations de résistance dont a parlé mon collègue, mais les mutations activatrices, en tout cas, on n'en trouve pas dans les cancers ORL, on n'en trouve pas dans les cancers chroniques, on en trouve dans un certain petit pourcentage des cancers contingents de cancers du poumon, et plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes, chez les non-fumeurs que chez les fumeurs, chez les asiatiques que chez les caucasiens, etc. Mais c'est juste des fréquences différentes, hein, c'est pas des exclusions complètes, bien sûr. Mais on n'en trouve pas en tout cas dans les cancers ORL, et il semble que l'activation oncogénique de l'EGFR dans les cancers ORL soit plus liée à l'hyperexpression, l'amplification, on ne sait pas encore quoi c'est. On sait dans les cancers du poumon, c'est lié aux mutations. On sait dans les cancers du glioblastome, c'est lié à la mutation B3 qui ampute une bonne partie de la partie extracellulaire du récepteur. Mais dans ORL et colon, on pense que c'est l'hyperexpression et qu'en fait, c'est parce que les malades ne savent pas évaluer cette hyperexpression qu'ils ne voient pas le lien entre hyperexpression et sensibilité au cetuximab, aux inhibiteurs de TK, et ça reste en tout cas l'hypothèse que l'activation oncogénique passe par l'amplification, ou en tout cas l'hyperexpression, l'abondance du récepteur à la membrane. Mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres interactions qui se passent. Ce sont peut-être les ligands, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites maintenant au niveau de l'EGF lui-même, comme facteur oncogénique d'activation de l'EGF récepteur. Et en particulier, il n'y a pas que le GF comme ligand, il y a aussi l'antiglobuline. L'antiglobuline est surexprimée dans un bon nombre de cancers chroniques. Donc c'est peut-être par le ligand que passe l'activation oncogénique de la voie de GF récepteur. Il y a peut-être des choses à faire du côté du ligand, des quantités de ligand circulant, ou dans des cas autocrines émis par la tumeur, etc. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, il est temps de passer à la pause café. Moi, je terminerai juste par un commentaire, c'est que donc, on a tous compris qu'il y a encore beaucoup de place pour la blanche. Et peut-être c'est un appel aux chercheurs qui sont ici, qui s'intéressent au sujet. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, l'avenir nous donnera les réponses aux questions qui sont restées en suspens. Donc, vous êtes invités à la pause café. On reprendra dans une demi-heure avec
passer à un autre sujet qui est les cellules souches, la différenciation de cellules souches, et ça sera présenté par notre ami Anis Fri. Je vous donne la parole. Invité ici, je m'excuse pour la voix, j'ai chopé un rhume, je suis dans la depuis 2 jours, donc j'essaierai de parler clairement, même si j'ai une voix nasonnante, disons. Alors, je vais parler des cellules souches en général, quelques définitions, les cellules souches humaines embryonnaires, parce que c'est en vogue, quasiment, vu la recherche aussi, passe par des phases de mode. D'abord, j'aimerais bien remercier le comité qui m'avoir invité et permis de parler de mon sujet. Je suis tunisien, j'ai fait mes études médicales à la faculté de médecine de Tunis, je suis parti à Genève, là où j'ai eu un doctorat en biologie et un doctorat en médecine, et je suis aussi clinicien, pour dire c'est possible d'être médecin et chercheur à la fois, mais c'est un travail de longue haleine et c'est très 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 difficile. Mais on survit quand même parce qu'on a des satisfactions. Alors, j'ai structuré ma présentation comme ça, je vais faire une petite introduction. L'état de la recherche sur les cellules souches, que ce soit aux États-Unis et en Europe, quels sont les obstacles de ces cellules souches et pour une utilisation